Bonjour. Bonjour tout le monde, je suis très honorée aujourd'hui d'être parmi vous et d'animer ce beau panel sur l'entrepreneuriat féminin et particulièrement en Tunisie, en présence de femmes aussi inspirantes que celles qui sont avec nous aujourd'hui. Ces dernières années, nous assistons à un boom de l'écosystème entrepreneurial, mais je vais vous donner quelques chiffres. En Tunisie, 70% des femmes sont diplômées du supérieur, contre seulement 18% d'hommes. Et pourtant, moins de 5% des startups sont fondées par des femmes. Et pourtant, 25% des femmes sont au chômage contre seulement 14% d'hommes. Et pourtant, 66% des cadres sont des hommes contre seulement 34% de femmes. Et la liste est longue. Ce constat est encore plus important en région. Ces chiffres en disent long sur les inégalités du genre et l'écosystème entrepreneurial n'en est pas exclu. Pour mieux comprendre la place de la femme dans l'écosystème entrepreneurial, nous allons commencer par un petit état des lieux. La première question est pour Hanen Missewi, directrice du projet Souk El Kehna, premier label du commerce équitable en Tunisie. Vous êtes aussi certifiée en genre, entrepreneuriat et accompagnement des entreprises. Comment pouvez-vous aujourd'hui décrire la place de la femme dans le paysage entrepreneurial tunisien et tout particulièrement en région ? Merci Monet. Merci aux organisateurs pour cette opportunité pour échanger ensemble et partager avec vous un état des lieux sur l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, notamment pour les femmes. Et je rebondis à ce que vient de dire Monet. Effectivement, c'est vrai que la Tunisie, post-indépendance, a investi dans l'écosystème de point de vue réglementaire pour appuyer les femmes et l'encourager pour plus d'émancipation économique, sociale et culturelle. Et ça a été confirmé aussi par la Constitution de 2014, ainsi par le Code de travail. Ça, de point de vue réglementaire, et il ne faut pas nier aussi que la Tunisie se situe parmi les pays pionniers en matière de réglementation, surtout et législation, surtout en ce qui concerne la femme et sa position dans l'écosystème économique surtout. Donc, malheureusement, avec tous ces encouragements, la réalité elle ne suit pas. Et la femme tunisienne se heurte à plusieurs exclusions en termes. D'abord, d'exclusion sur le marché de travail. Une femme sur 4 accède au marché de travail, malgré que une femme sur 4 parmi eux se trouve des diplômés de l'enseignement supérieur. Même quand elle représente les 2/3 des diplômés, elle représente aussi le taux de chômage, il est multiplié par 2 pour les femmes, notamment dans le milieu rural et pour les femmes rurales. Et en termes d'entrepreneuriat, qui est le sujet principal de ce panel, malgré que la femme tunisienne, elle est très active en entrepreneuriat et elle est entrepreneuse dans son ADN. Nous sommes des Phéniciennes, nous sommes les filles de Alissa. Donc l'entrepreneuriat, c'est parmi les choses dont on fait au quotidien. Mais tout ça, il est bien présent, surtout dans l'informel, car il y a des problèmes majeurs pour la femme. Je commence d'abord par la culture entrepreneuriale qui est absente pour développer l'écosystème entrepreneurial. L'accès limité et difficile au financement et au crédit pour les femmes, surtout faute des garanties. On sait que les femmes, surtout les femmes rurales, le taux de propriété des terres, ça dépasse pas les 4% pour les femmes. Aussi, il y a le manque de compétences entrepreneuriales et il y a aussi l'environnement masculin d'entrepreneuriat. Il y a aussi l'environnement masculin de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est la partie péjorative dans toute l'histoire, mais il y a beaucoup d'initiatives qui travaillent pour lutter contre ça, pour plus d'inclusion
économique, social, culturel pour les femmes. Et on va en parler pour vous donner quelques exemples puisque je travaille dans une ONG, Enda Interarabe, qui œuvre pour l'entrepreneuriat et l'inclusion économique, sociale et culturelle depuis plus que 30 ans. Et à travers le projet Sourelkena, nous avons fait preuve et nous avons réussi des initiatives pour contribuer à faire face à cette situation et pour rapprocher le monde réglementaire, législatif et les initiatives à la réalité et contribuer à pousser vers l'avant l'écosystème entrepreneurial. Merci beaucoup Hanine pour cette belle réponse. Merci Monet. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'entrepreneuriat féminin est un privilège en Tunisie? Oui. Oui et non. En fait, je veux commencer par le oui, car comme je viens de dire tantôt, il y a plusieurs initiatives privées, publiques et même appuyées par les bailleurs de fonds internationaux pour avancer et pour contribuer au développement de l'écosystème entrepreneurial. Aujourd'hui, il y a pas mal de programmes, tels que soit pour la femme dans le milieu citadin ou entrepreneurial, qui travaillent sur les sujets d'entrepreneuriat partant de la culture entrepreneuriale, pardon, de tout ce qui est accès aux droits et accès à l'information des femmes entrepreneuriales et surtout pour encourager et pour pousser vers l'avant l'écosystème entrepreneurial. Je donne juste à titre d'exemple pour dire comment on privilège. L'exemple que je peux donner le plus et qui est très proche de mon cœur, Enda Interarabe, elle accompagne les entrepreneuses depuis plus que 30 ans. Elle a touché plus qu'1 million de Tunisiens. Plus que 60% de ces entrepreneurs, elles sont des femmes, 30% des jeunes. Et elle a contribué à ce que 98% de ces projets, ils arrivent à augmenter leurs revenus. 45% de ces femmes entrepreneuses, elles arrivent à augmenter leur revenu de 45 dinars, c'est l'équivalent de 12 euros. Et surtout, il y a 80% de ces entreprises, après 3 ans, elles existent encore et elles ont réussi même à créer de l'emploi, en moyenne 3 emplois par structure, et à passer de l'informalité vers la formalité. Et ça, c'est des chiffres que je partage avec fierté, car rien qu'une ONG qui œuvre, une seule structure qui œuvre pour ça, elle a réussi à contribuer à faire avancer vers l'avant. Et je peux citer, si vous voulez, le temps le permet, l'expérience de Sourelkena, qui est appuyée par l'Agence française de développement, avec l'appui de la Caisse de dépôt de consignation et Expertise France pour le suivi et évaluation. Ce projet, c'est le premier circuit du commerce équitable en Tunisie. Et à travers cet appui, nous avons réussi à mettre en place le premier circuit et à consolider plus que 1000 emplois dont 60% des femmes et des femmes dans le milieu rural, car les chiffres que nous venons de partager, elles sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus péjoratif dans le monde rural, et nous avons contribué à accompagner plus que 2000 agricultrices aujourd'hui qui dignement et avec surtout un prix juste et des conditions de travail décentes, elles arrivent à contribuer au PIB et à se positionner en tant que femmes entrepreneuses et à créer de l'emploi. Et cette alliance a été vraiment un succès grâce aux jeunes diplômés qui sont entrés en relation professionnelle avec ces femmes agricultrices et qui sont devenus leurs clients tout en respectant les 10 principes majeurs de fair trade et surtout, bien sûr, la traçabilité des transactions commerciales et économiques et les contrats de longue durée pour ces femmes agricultrices. Et aujourd'hui, juste à titre
d'exemple. La marketplace Souq El Kehna by Enda, elle est aussi digitalisée et ces femmes, elles sont dans le digital et elles attendent votre appui pour aller vers l'avant et pourquoi pas. Aujourd'hui, nous parlons du commerce équitable local, de l'export pour contribuer à l'amélioration de la condition de vie d'une manière pérenne de ces agricultrices. Merci beaucoup, Hanen. Je passe à Rajé, qui est la coordinatrice projet d'un très beau projet dans une ONG qui s'appelle ADDCI, qui vient en aide aux femmes survivantes aux violences avec un programme d'ouverture à l'entrepreneuriat qui permet l'autonomisation de ces femmes justement. D'après une étude conduite dans le cadre du projet FAST sur l'entrepreneuriat, l'image perçue de la femme représente le 3e obstacle à l'avancement de l'entrepreneuriat féminin justement. Pensez-vous que l'esprit patriarcal aujourd'hui dans les régions présente justement un frein au développement entrepreneurial en Tunisie? Oui, merci Mounet, merci pour l'invitation. Oui, justement, l'esprit patriarcal n'est pas uniquement dans les régions, mais dans les régions c'est plus visible, puisque c'est la culture où réellement le pouvoir appartient aux hommes. Qui dit pouvoir, dit accès à la propriété, à l'accès à la prise de décision, la mobilité, et surtout la mobilité qui est très accentuée dans le contexte rural. Le temps, quand on dit le temps, c'est connecté entre rôles sociaux, rôle de reproduction et rôle de production. Donc tous ces aspects freinent l'entrepreneuriat féminin. Et on parle de femmes. Que dire femmes survivantes de violences? Merci beaucoup, Rajé. Donc, est-ce que vous pensez qu'un programme entrepreneurial, justement, pourrait pallier à ces freins-là? Oui, mais bon, des conditions, parce que l'entrepreneuriat, c'est une solution pour soutenir les femmes victimes de violences. Et d'ailleurs, ça fait partie du package de prise en charge, parce que notre association fait la prise en charge des femmes survivantes de violences. Et les composantes de la prise en charge, on parle de prise en charge sociale, psychologique, juridique. Et après, on peut parler de l'empowerment ou bien de l'autonomisation économique, ou on peut parler de l'entrepreneuriat. Et ça veut dire entrepreneuriat, après ce parcours de prise en charge, on peut parler d'estime de soi, on peut parler de confiance, on peut parler d'émancipation. Et après, on peut parler d'un revenu pour une vie digne pour les femmes. Partir d'une femme qui est victime de violence ou bien en situation de vulnérabilité vers un moteur de développement local. Merci. Merci beaucoup, Rajé. Justement, ces obstacles ou ces freins qui sont très différents d'une personne à une autre, d'une région à une autre. On va voir avec Ralia Belkhouja, qui est fondatrice de Moline, une maman de 2 enfants qui a lancé sa marque de produits bio. Donc, est-ce que vous avez rencontré justement des obstacles quand vous avez décidé de lancer votre activité? Bonjour et encore merci pour l'invitation. Il faut savoir que j'ai créé Moline en 2018. Donc, à l'époque, la notion de start-up n'était pas bien présente en Tunisie. Les structures n'étaient pas encore mises en place par rapport à ça. Donc, du coup, j'ai fait face à un mindset très classique. Et au niveau de les procédures, c'était très bureaucratique. Il y a eu beaucoup de va-et-vient. Et en plus de ça, même au niveau de la création, j'ai pas été bien accompagnée, mal informée. Et du coup, par exemple, même le capital social de mon entreprise a été établi arbitrairement jusqu'à présent. Voilà, bon, pour changer ça, il faut changer des statuts. Donc, je peux dire que les freins les plus importants lors de la création de mon entreprise, c'était le manque d'information. Après, sur le plan culturel, je dirais que non, heureusement, parce que je viens de la capitale et donc, je ne sais pas, parce qu'on parlait de région tout à l'heure.
Donc c'est vrai qu'au niveau de la capitale, il y a un petit peu moins, bon ça dépend des familles, l'esprit patriarcal. Et puis surtout, j'ai pu me passer de salaire pendant un bon bout de temps, donc j'ai eu le courage d'aller créer ma marque et de me passer de salaire. Voilà, je pense. Très bien, merci beaucoup Ralia. Madame Nedja Gharbi, en tant que directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations tunisienne, vous mettez en œuvre divers projets dans divers domaines. Comment peut-on aujourd'hui répondre à ces enjeux d'inégalité? Merci. Tout d'abord, j'aurais aimé avoir un cadre beaucoup plus confortable pour pouvoir en parler. Bon, là, je me retrouve dans un endroit un peu public. Bon, je vais essayer d'être brève. En fait, la Caisse des dépôts et consignations, c'est avant tout une institution publique, mais qui œuvre pour l'accompagner, surtout l'investissement donc de long terme, l'investissement contracyclique. Mais on a un axe très important qui est l'accompagnement des PME et l'appui aux startups, sur lesquels donc nous avons mis beaucoup de programmes. Nous avons le premier programme, c'est le programme en lien donc qui a été fait dans le cadre de la coopération entre la CDC Tunisie et l'AFD. Ce programme donc a permis de financer 5 initiatives. On a vu donc il y a 2 initiatives qui sont dans le 2 incubateurs, donc 2 projets d'incubation, StartAct et Wikistart et Afkar, donc dans le programme Wikistartup, donc qui a financé notre jeune start-upeuse, donc dans le cadre de Afkar. Nous avons aussi financé 2 initiatives qui donnent des prêts d'honneur pour les jeunes entrepreneurs. Et c'est Initiative Tunisie et Réseau Entreprendre. Et le projet phare donc du programme en lien, c'est Souk El Kehna, donc qui est surtout donc à double objectif et double focus, l'entrepreneuriat féminin dans les régions, mais aussi le commerce équitable et la plateforme, donc la première plateforme de commerce équitable qui a été initiée en Tunisie par Inda Interarabe. Donc ce programme a été réalisé sur 3 ans. On vient de le clôturer, mais avec 5 millions d'euros de financement, on a pu avoir accompagné 635 PME. On a pu soutenir ou accompagner 1881 personnes, créer 2300 emplois, avoir aussi un nombre de projets financés autour de 310, nombre de TPE soutenus 384, nombre de startups créées 251, mais aussi nombre de startups labellisées 97, donc bien sûr, et les prêts d'honneur autour de 231 prêts d'honneur. Donc tout ça pour dire que ce programme avait un focus surtout sur l'entrepreneuriat des jeunes, l'entrepreneuriat féminin et surtout les régions, dans les régions. Et ça nous a permis, avant de le clôturer, de lancer le 2e programme, qui est le programme FAST. Et là, c'est un focus sur 3 axes. Le premier, c'est donc FAST, c'est femmes, accélération, start-up et TPE. Et donc le premier axe, c'est l'accélération. Donc on a eu 4 initiatives dans l'accélération des startups, surtout montées par des femmes. Et là, c'est pour répondre donc au diagnostic qui a été avancé par Hanen sur
la faiblesse de la création de start-up par des femmes qui nous a poussé à monter ce programme, toujours avec l'AFD. Le deuxième axe est un axe de programme dédié à l'entrepreneuriat féminin. Et là, on a choisi 11 initiatives donc, qui partent vraiment de l'accompagnement technique, de la formation. Il y a des labs donc de start-up économiquement social et solidaire. Il y a pas mal de programmes. Donc le programme, le coup de cœur, on va dire, de ces programmes, c'est le programme de ADCCI, qui est en fait un programme dédié pour les femmes dans des régions du sud de la Tunisie, les plus donc où il y a une concentration vraiment de femmes qui nécessitent d'être accompagnées, notamment victimes de violences et surtout être dans un endroit qui est un peu donc éloigné. Dans ce programme aussi, on a pu avoir dans la troisième composante les programmes qui mettent en lien les startups et les PME. Et là aussi, on a sélectionné 3 initiatives sur cet aspect. Voilà. Très bien, merci beaucoup Madame Nejia. Donc, vous avez décrit un peu les différentes actions qui sont mises en place justement par la CDC pour pallier à ces inégalités du genre. Également, d'après l'étude conduite dans le cadre d'OFAST, l'accès de la femme au financement et à l'information est le principal obstacle. La preuve est que seulement 17% des femmes arrivent à accéder à des crédits bancaires. Donc, je pose la question à Hanen, quelles sont les principales barrières que rencontrent ces femmes pour accéder au financement? Est-ce que c'est un problème de confiance vis-à-vis des femmes? Merci Monet. En fait, la problématique de l'accès de financement, c'est le résultat que la femme, elle n'a pas accès à la propriété de la terre, par exemple, que je dis seulement 4%, faute de réglementation, législation, l'héritage. Donc, le problème de l'accès au financement, c'est finalement, c'est les garanties. Les femmes, elles n'ont pas accès à des garanties pour passer à l'accès au financement. Et ce point me laisse réfléchir que le problème, il est beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Car le changement, si nous sommes là, car pour aussi donner quelques perspectives et quelques propositions, il faut qu'il y ait un changement de pratique, comme a dit tantôt Madame Ralbi. En fait, les défis conjoncturels auxquels fait face la Tunisie, les défaillances structurelles que connaît surtout le milieu rural, car le milieu rural, c'est un monde là où tous les problèmes que nous avons partagés, ils sont beaucoup plus profonds et beaucoup plus impactantes. Et la complexité de la problématique genre dans un pays arabe, musulman, ça intensifie les choses et donne lieu à des problèmes multidimensionnels, multifacettes. Les problèmes d'émancipation de la femme, d'inclusion économique, sociale et culturelle pour ces femmes-là, ça nécessite des interventions vraiment coordonnées par toutes les structures. Il faut que les bailleurs, il faut les bailleurs, il faut les structures publiques, il faut les facilitateurs, la société civile, les start-up pour tout ce qui est innovation, pour accéder à ces populations et pour faciliter l'accès à ces gens-là. Et il faut vraiment des facilités d'accès au financement spécifiquement à ces femmes et tenant compte de leur situation dans leur contexte, car le développement qui s'impose aujourd'hui, à mon sens, il faut que ça doit être bottom out. Il faut que ça sorte de leur réalité et les solutions, elles sont chez elles, chez les femmes là, et il faut que toutes
toutes les actions que nous sommes en train de faire et les initiatives vraiment contribuent à une résilience et à une approche de développement territorial pour ces gens-là, pour leur donner l'empowerment nécessaire pour continuer dans leurs autonomies. Donc il y a la loi qui a son rôle dans ça, et il y a tous les acteurs de l'écosystème qui peuvent contribuer pour plus d'inclusion financière. Et je cite toujours, vu mon école, les institutions de microfinance, ils jouent aujourd'hui un rôle important pour cette inclusion-là et pour contribuer à plus d'inclusion financière pour ces femmes-là et pour la femme entrepreneur. Merci beaucoup, Hanen. Donc, on a l'exemple de Ralia aujourd'hui. Quels ont été vos problèmes et vos obstacles pour accéder à des financements quand vous avez lancé votre projet? Alors, je reviens, en fait là, je vais revenir à un dicton tunisien qu'on dit « shirka terka ». Ça veut dire si tu t'associes, ça va foirer. Et malheureusement, n'ayant pas été bien informée, j'ai suivi un peu au début ce dicton. Et je n'ai pas été chercher des associés pour entrer dans le capital afin d'avoir un bon financement, ni un associé pour aider au travail, quoi, au développement. Donc voilà, je suis allée vers le schéma classique d'un prêt bancaire ou du love money de la famille. Donc ça a vraiment, ça n'a pas laissé l'entreprise se développer vraiment très rapidement. Mais après, heureusement, après quelques temps, j'ai pu intégrer un incubateur, Afkar justement, qui fait partie du projet En Lien. Et grâce à cet incubateur, je suis entrée dans l'écosystème entrepreneurial, dans l'écosystème des startups. Donc j'ai bénéficié de financement. Ce qui m'a vraiment permis de créer de l'emploi, de développer mon entreprise, développer ma force commerciale. Donc maintenant, Moline se vend un peu en Tunisie, un peu partout. J'espère qu'on ira à l'export aussi. Il reste quand même quelques challenges par rapport au financement. Et c'est principalement, je pense que c'est il y a le syndrome de l'imposteur. Que nous, femmes, je dirais, ou en tout cas moi, j'en souffre encore. On travaille dessus pour justement pouvoir avoir pour avoir un financement qui me permettrait d'aller à l'export. Et voilà, je pense. Merci beaucoup, Radia. Voilà, on a un peu présenté les obstacles, que ce soit le financement, l'information. Oui, si je peux, voilà. Il y a un petit point que j'ai oublié. Le problème aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, on a l'impression que les financements, les mesures de financement disponibles s'adressent beaucoup plus aux startups tech, innovation. Bon, innovation, on est dans l'innovation, mais plus technologique, IT. Et ça, ce serait ça un peu aujourd'hui un peu un frein, alors que en général, on trouve plus d'hommes dans ces domaines-là et plus de femmes dans la cosmétique ou l'agroalimentaire. Donc, ça renforce encore plus le syndrome de l'imposteur et nous fait ressentir qu'on est un peu moins éligible à des gros financements, à devenir des licornes que les entreprises technologiques. Voilà. Oui. Madame Ralbi, la CDC est l'un des acteurs les plus importants du capital investissement en Tunisie et se positionne comme un acteur de financement pour les entrepreneurs. Donc, quelles sont les solutions aujourd'hui pour aider les femmes à accéder aux informations et au financement? Merci. Donc, par rapport au financement des startups, la CDC s'est positionnée comme un acteur principal. En fait, nous avons commencé toujours dans le cadre de la coopération entre la CDC et l'AFD d'initier l'étude déjà qui a été mise en œuvre par BPI France. Donc, on a fait l'étude sur l'écosystème entrepreneurial en Tunisie, sur les benchmarks et surtout pour finir avec
des mécanismes de financement dédiés à l'écosystème tunisien, dans le but, bien sûr, de dynamiser cet écosystème. Donc le programme qu'on a mis en œuvre, c'est un programme où il y a plusieurs composantes. Une composante, donc financement en capital, et là nous avons initié 2 fonds d'investissement, le fonds ANAVA et le fonds Innovatech, donc dédiés à financer pour le premier les Child Fund dans les différentes étapes donc d'évolution de la start-up, le seed, le early stage et le late stage. Le fonds Innovatech, c'est pour les PME innovantes qui ont dépassé un peu l'âge de la start-up. Mais aussi, on a mis en place des mécanismes de financement dédiés aux start-up, notamment des mécanismes en subvention, en grant ou en avance remboursable pour les start-up, mais aussi pour les incubateurs et les accélérateurs. Donc, dans tout ce programme, on a actuellement jusque-là donc des financements de la Banque mondiale, de GIZ dans la partie Flywheel, donc appui à l'écosystème. Et demain ou après-demain, on va signer avec AFW qui va aussi se joindre au fonds ANAVA, dans lequel jusque-là c'est la CDC qui est le principal souscripteur. Donc tout ça c'est pour mettre en place donc ces mécanismes de financement qui facilitent bien sûr donc l'accès au financement des PME, mais dans tous nos programmes il y a toujours un focus sur les femmes, sur les régions. Donc on a toujours dans les KPIs le nombre de startups créées par des femmes, le nombre de startups dans les régions, et c'est les axes sur lesquels nous travaillons beaucoup, pas uniquement dans les programmes avec l'AFD, mais aussi dans tous nos programmes, puisque nous sommes aussi labellisés RSE et nous avons donc une politique genre qui fait que notre investissement, c'est un investissement d'impact qui vise le genre et le développement régional en plus de la création d'emplois. Merci beaucoup, Madame Neja, pour toutes ces solutions présentées à nos femmes entrepreneurs. Donc, je pense que pour conclure, il faut aujourd'hui traiter d'une manière holistique le problème. Je veux dire avec une... Monet, juste excusez-moi avant de conclure, si vous permettez bien sûr et le temps le permet. J'ai juste une petite proposition et d'ailleurs à travers cette proposition, je félicite les 5 entreprises hier qui ont eu le prix et j'étais super contente en tant que Tunisienne d'avoir 3 Tunisiens parmi eux. Mais ça m'a touché le fait qu'il n'y a aucune femme. Donc, je propose pour les prochaines éditions. Et voilà, c'est parmi les solutions pour encourager l'entrepreneuriat au féminin et surtout les startups portées par les femmes. Peut-être parmi les indicateurs, il faudrait ajouter les indicateurs genre-femmes. C'est important pour nous, les femmes, pour se positionner. Et merci pour l'organisation. Et voilà, Monet, excuse-moi, je dépasse. Merci. Donc, je voulais dire qu'il fallait quand même traiter la problématique avec une vue d'ensemble, travailler avec tous les acteurs pour renforcer la femme dans sa confiance, dans son image. Pardon. Et pour y parvenir, justement, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble. Il faut parler d'inclusion économique et sociale de l'entité, parce que si on ne renforce pas l'entité, la femme ne pourra pas être renforcée et sa place ne pourra pas être améliorée au sein de la société. Et ceci va lui permettre d'accéder à la formation, à l'information et surtout au financement. Voilà. Merci beaucoup à toutes nos participantes. Et merci à vous. Donc, si vous avez des questions, on est là pour répondre à toutes vos questions.
Alors, pas de questions, c'était aussi clair que ça? Bah, je pense que personne n'a de questions. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés.